Je vais accueillir Bertrand Lemoine, architecte, ingénieur, historien, ancien directeur de l'école d'architecture de la Villette. Et il a dirigé aussi plusieurs années l'atelier du Grand Paris. Oh, j'ai pas non. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je ne vais pas vous montrer d'image. Je ne vais pas non plus, comme vient de le dire Antoine, vous parler de l'histoire du Grand Paris post-Alphand. C'est une histoire qui reste peut-être à écrire ou qui est déjà en partie écrite et de toute façon qui se poursuit encore aujourd'hui. Plutôt vous proposer une relecture d'Alphand à la lumière de la mégapole du Grand Paris, grande mégapole de plus de 12 millions d'habitants, aux limites évidemment qui s'étendent bien au-delà de celles de la région Île-de-France. Et c'est plutôt de ça dont j'ai envie de parler à partir d'Alphand. Je trouve que c'est très intéressant justement qu'un colloque sur Alphand puisse remettre en lumière ce grand ingénieur. Son œuvre d'ailleurs, l'œuvre d'Alphand, il ne faudrait pas la réduire à simplement un travail d'embellissement, une politique d'embellissement par le système de parcs, de jardins, de bois qu'il a institué. Évidemment, son grand ouvrage, les Promenades de Paris, traite, publié en 1967, donc au début presque de sa carrière, traite essentiellement de la création des bois de Boulogne, de Vincennes, de tout l'aménagement c'est des grandes réussites à l'époque déjà. Et ces aménagements intérieurs à Paris des parcs, système de parcs, de squares, de plantations, qui ont façonné la capitale. Mais Alphand était, à mon avis, beaucoup plus qu'un paysagiste. Sans dénigrer, bien sûr, le terme de paysagiste. Moi-même, j'ai commencé mon activité professionnelle en dessinant un grand parc urbain. Donc je respecte tout à fait cette dimension. Alphand, c'est plus qu'un créateur d'espaces verts, c'est quelqu'un qui a eu un rôle essentiel dans le remodelage de la capitale, qui s'est étendu dans son activité professionnelle de novembre 1854 jusqu'à décembre 1891, donc date à laquelle il occupait les fonctions de directeur des travaux publics de la ville de Paris déjà depuis 20 ans. Donc c'est une exceptionnelle longévité administrative que cette carrière, et qui confirme évidemment son rôle majeur dans la définition du Paris nouveau, comme on l'appelait à l'époque, et qui incite peut-être à saisir l'actualité de sa démarche dans le cadre du Grand Paris actuel. Son parcours d'ailleurs est d'autant plus remarquable qu'il sert plusieurs régimes politiques successifs. La monarchie de Juillet, puis le Second Empire où il démarre sa carrière d'ingénieur des ponts et chaussées, le Second Empire bien sûr, et la Troisième République. Mais toujours dans le cadre d'un pouvoir municipal qui était d'ailleurs directement lié à l'État, il faut bien le souligner. Alors sa carrière parisienne, je rappelle tout de même des choses qui ont sans doute déjà été largement évoquées hier et avant-hier, mais rappelons-la simplement pour souligner quelques points. Donc sa carrière, elle commence bien sûr sous sa carrière parisienne, comme jeune ingénieur des ponts et chaussées au service des parcs et promenades en 1854. Il a 37 ans à l'époque. C'est assez jeune, il travaille sous l'autorité d'un préfet nouvellement nommé également, Haussmann, qu'il avait déjà côtoyé à Bordeaux. Il va travailler aussi aux côtés d'architectes comme Daviou, d'horticulteurs comme Barrier-Deschamps. Il va aussi côtoyer un autre ingénieur des ponts et chaussées, Belgrand, chargé plus précisément des infrastructures sanitaires, dont il va reprendre les fonctions à la mort de Belgrand en 1878. Et donc, autour et avec Alphand, une équipe assez cohérente et resserrée de techniciens, on pourrait dire comme ça, animé d'une vision stratégique sur le long terme. Ce n'est pas contradictoire d'être technique et de voir sur le long terme. On peut penser que la jeunesse relative d'Alphand, quand il prend ses fonctions en 1854, explique peut-être son rôle relativement mineur qu'il va jouer initialement dans le dispositif parisien, haussmannien. Peut-être qu'en 1853, le corps de doctrine de l'interventionnisme haussmannien se résume à percer de nouvelles rues, bien sûr, revendre les parcelles pour en faire pour les lotir, pour construire des immeubles. Mais il ne faut pas négliger le fait que les politiques d'embellissement qui étaient issues de l'Ancien Régime, création notamment de grandes places royales, au XVIIIe par exemple, sont réintégrées dans la politique haussmannienne et font partie peut-être même de la structuration de l'espace public haussmannien. C'est autour peut-être des grandes places parisiennes que va s'articuler cette nouvelle trame urbaine qui mêle bien sûr la trame existante et les trames nouvellement superposées, les nouveaux axes nouvellement percés. Donc l'apport d'Alphand, je pense, est de contribuer à fortement conceptualiser cette nouvelle structuration de l'espace urbain
en la rendant intrinsèquement cohérente grâce au traitement unifié de l'espace public et de son mobilier, jusqu'au détail, on va le voir, et en y intégrant aussi une dimension végétale publique qui faisait d'ailleurs assez cruellement défaut à la ville classique ou la ville moyenâgeuse, où dans ces villes, au fond, le végétal est plutôt inscrit dans les cœurs d'îlots et non pas sur l'espace public. Et avec Alphand, il y a un renversement. Et l'espace végétal investit aussi et contribue à structurer l'espace public. Et en ce sens, Alphand contribue à donner son visage au nouveau Paris, en cohérence bien sûr avec le traitement très, très homogène des immeubles dits haussmanniens. Mais avec Alphand, tout Paris, ce qui est intéressant, tout Paris devient centre. Tout Paris devient une ville dense, urbaine, par opposition à une périphérie dispersée, plutôt de nature faubourienne ou villageoise, et encore à l'époque, bien sûr, et qui va se développer au siècle suivant, au XXe siècle, pour devenir ce qu'on a appelé au siècle dernier la banlieue. Et donc la capacité à faire centre, qui est impulsée par Alphand, elle n'est pas du tout limitée aux quartiers centraux de la ville, mais elle investit tout son territoire, y compris d'ailleurs les terrains annexés en 1860 pour former, compris à l'intérieur des fortifications donc construites elles-mêmes en 1845, pour former la limite encore actuelle de la ville de Paris. Alors cette longévité administrative d'Alphand, elle va lui permettre aussi de conforter ses attributions sous la Troisième République. Et il va le devenir, avec l'architecte en chef Louis Bonnier, l'instigateur aussi d'une évolution du règlement d'urbanisme, notamment en 1882 et 1884, qui va permettre de tempérer quelque peu les rigueurs de l'urbanisme et des ordonnancements haussmanniens, au profit de plus de fantaisie, de balcons, de beaux windows surtout, de saillies, qui empiètent un peu sur l'espace public de la rue, mais en même temps des toitures aussi plus hautes, plus ouvragées, et donc des nouvelles libertés qui sont offertes aux constructeurs, aux architectes, mais sans contredire l'ordonnancement général de la ville. Simplement plus de variété, une volonté d'embellissement qui peut justement se permettre quelques licences par rapport à la rigueur du strict cadre haussmannien. Pourquoi ? Parce que l'essentiel du travail est justement dans la constitution du travail sur le vide. On ne s'est pas concerté avec Antoine Grimbach, mais je partage tout à fait ça, sur l'espace public, sur le naturel, comme constitutif de l'espace urbain. Avec une vision d'ailleurs, soulignons aujourd'hui, peut-être avec une actualité de cette vision sur le naturel, une vision non productive de la nature, une vision qui est liée à l'embellissement et à l'agrément de la ville. Plutôt la promenade que les cultures, plutôt les plantations d'alignement, les bosquets, que les potagers qui sont typiques de la périphérie des villes et des villages à l'époque. Donc Alphand, c'est un peu le maître d'œuvre d'un corps de doctrine qui est porteur d'une vision d'ensemble de Paris, où l'homogénéité des espaces publics, tout comme celle des immeubles, est renforcée aussi par une écriture intemporelle du mobilier urbain, qui est partout décliné de la même manière. Alors on pourrait dire que c'est un travail d'ingénieur très systématique, parce qu'un architecte aurait sans doute préféré varier les formes, peut-être les adapter aux différents quartiers, aux différentes situations, à l'histoire propre de chaque lieu, au génie de chaque lieu. Donc là, on a vraiment une vision très cohérente, très homogène sur l'ensemble du territoire. On va retrouver d'ailleurs cette vision cohérente et homogène dans le métro de Paris, avec l'impulsion d'un autre ingénieur, des ponts et chaussées, Fulgence Bienvenue, avec ses voûtes blanches en céramique. Mais je pense que cette capacité à traiter l'uniforme, le continu, l'homogène, ça s'accommode assez bien des accidents, entre guillemets, qui sont hérités des anciennes structures urbaines, des monuments, notamment des églises, qui s'intègrent dans le nouveau réseau, le perturbant, en lui créant des sortes d'accidents, en quelque sorte, mais intéressant parce que ça donne des côtés atypiques, mais en même temps, qui sont partie prenante du nouveau système urbain. Donc Alphand va travailler à la fois à la grande échelle, mais en même temps sur le mobilier, à la toute petite échelle, jusqu'à la plaque d'égout. C'est aussi donc l'inspirateur d'un mobilier qui est véritablement urbain, qui est résolument technique, résolument artificiel, pas naturel, parce que justement la nature, les éléments naturels, sont inscrits dans les plantations d'alignement, dans les espaces plantés, parcs, squares, forêts, bois. Et ces éléments naturels, ils viennent en
presque en contraste avec les éléments qui sont, par souci sans doute de robustesse, de pérennité, plutôt construits en matériaux durables, solides, en fonte, en pierre. Et cette idée aussi de pérennité des matériaux structurels du mobilier s'inscrit dans une idée de pérennité, de durée, d'inscrire la ville dans la durée. Et d'ailleurs, ça a marché, puisque la ville qui a été construite il y a 150 ans est toujours presque d'actualité aujourd'hui. Donc c'est une vision stratégique. Je pense qu'aujourd'hui, on la qualifierait volontiers de technocratique, avec tout le côté péjoratif que ça pourrait, qui pourrait être associé à ça, parce que c'était à la fois une vision qui était soutenue par un pouvoir politique fort, stable dans un certain horizon de temps. Le Second Empire, c'est 20 ans, pas plus, même pas, mais appuyée aussi sur les compétences d'un petit nombre d'acteurs qui a justement permis de fonder, à mon avis, la résilience de Paris. Cette compétence et peut-être cette inscription intemporelle au-delà des systèmes politiques, elle a permis de fonder la carrière d'Alphand, la longue carrière d'Alphand, hors de tout marquage politique. Car justement, légitimée par une compétence reconnue et non par un lien de suggestion idéologique. Donc Alphand a pu, comme ça, travailler dans la durée. Et la durée, on sait que les villes prennent du temps et s'inscrivent dans des longues durées bien supérieures aux durées de nos vies humaines. Même l'extension de Paris, réalisée en 1860, en annexant une partie des communes limitrophes, pour s'étendre jusqu'à la limite des fortifications, qui découpe les limites communales anciennes, même ça ne marque pas de hiatus dans la politique haussmannienne. Au contraire, l'un des objectifs sera de gommer les différences qui pouvaient exister entre l'ancien centre, à l'intérieur du mur des fermiers généraux, et la nouvelle limite définie en 1860. Même les grandes percévières qui, évidemment, redéfinissent la structure de l'ancien centre de Paris, on va les retrouver à travers les lotissements périphériques tout récemment tracés, tout récemment lotis, tracés entre 1823 et 1845 à peu près, qui commençaient à se construire à la périphérie, disons, du mur des fermiers généraux, et qui vont être eux aussi intégrés par ces nouvelles percées et ces systèmes d'articulation de places publiques, de places urbaines, au Grand Paris, au Paris, du mur des fermiers généraux transformé. Et donc on a véritablement une intégration, parce que là, même si le contexte urbain est encore assez différent entre le centre et les nouvelles communes annexées, on a véritablement une intégration très forte qui se crée à cette époque. Après ce résumé, qu'est-ce qu'on peut tirer? Quelles leçons, au fond, peut-on aujourd'hui lire dans l'œuvre et le travail d'Alphand? D'abord, c'est une indéniable réussite, le Paris du XIXe siècle, dont Alphand était l'un des artisans majeurs. On peut constater un siècle et demi plus tard que, confronté à l'explosion urbaine qu'a connue le territoire parisien au XXe siècle, on est passé de 3 millions d'habitants à Paris en 1910, à peu près 800 000 autour, dans les villages et les communes autour, à 3 millions d'habitants à Paris en 1960, 6 millions autour, et aujourd'hui 2 200 000 dans Paris et plus de 10 millions autour. Donc on a véritablement en quelques générations, en 3 générations, une explosion urbaine comme on la voit aujourd'hui sous nos yeux dans beaucoup de grandes mégapoles du monde. Et donc cette explosion urbaine, elle s'est faite avec une très forte résilience du Paris qui était largement constitué, pas seulement sous Alphand. Même quand on dit post-haussmannien, ça englobe une partie de la carrière d'Alphand, et puis évidemment jusqu'au début du XXe siècle. Donc qu'est-ce qu'on pourrait apprendre aujourd'hui d'Alphand et comment peut-on, et de son action, et comment peut-on la transposer à l'échelle contemporaine de la mégapole du Grand Paris? D'abord, peut-être que le devenir d'une mégapole mérite d'être appuyé sur une vision prospective claire. La ville lumière que Haussmann et ses collaborateurs vont définir, elle s'est constituée assez vite, en un demi-siècle au fond, même si elle s'est poursuivie dans les années, dans l'entre-deux-guerres par exemple. Mais elle s'est constituée à partir d'une sorte d'anticipation extrêmement robuste, très, très, très claire, évidemment fondée peut-être sur la ville classique d'une certaine manière, mais avec des nouveaux paradigmes. Et cette anticipation cohérente,
de son visage futur. C'est un mélange à la fois de principes urbains savants, mais très simples, très robustes. Si on songe par exemple au paradigme de la ville haussmannienne, si on voit en coupe une avenue, une rue haussmannienne, c'est la rue, espace de circulation, à l'époque des chevaux, des charrettes, aujourd'hui des voitures ou des autobus ou des trams, des trottoirs, un système d'égout en dessous, plus tard le métro, système d'égout qui a permis aussi d'apporter l'eau, le gaz, plus tard l'électricité, et puis ces immeubles haussmanniens, c'est les pièces de séjour sur la rue, les chambres sur la cour, au calme, ce sont des commerces au rez-de-chaussée, des commerces constitutifs de la vie urbaine, c'est même des immeubles éventuellement sur cour en profondeur. Voilà, cette coupe simplement résume une sorte de paradigme très, très puissant, très robuste, très résilient. Et ce paradigme, c'était à la fois bien sûr un souci de fonctionnalité de la ville, on pourrait le dire comme ça, même si c'est un anachronisme de parler de fonctionnalisme en 1860, mais c'est aussi une vision qui vise à embellir Paris. Il y a vraiment un projet très clairement exprimé par les édiles parisiens d'embellissement. Ce n'est pas seulement des nouvelles percées, il ne faut pas réduire bien sûr ce travail de haussmannisation à des percées, c'est vraiment une vision formelle, on pourrait parler de figure si on veut, en tous les cas formelle et technique de la ville, qui a constamment sous-tendu l'action municipale, et bien sûr relayée par les forces économiques, fussent-elles spéculatives, bien sûr. En même temps, la spéculation, c'est aussi un moteur pour faire avancer un projet qui a été clairement dessiné. Donc cette vision, elle a pu se concrétiser parce qu'elle s'est appuyée sur une armature conceptuelle et un arsenal d'outils d'aménagement adaptés. Il fallait les outils, bien sûr, nécessaires à la réalisation de cette vision. Et on peut dire aussi, avec le recul, que ce succès du Paris nouveau doit aussi à l'autonomie relative de l'action publique en matière d'urbanisme, mise en place sous le Second Empire, autonomie relative par rapport au pouvoir politique, et qui s'est poursuivie sous la Troisième République. Certes, Napoléon III voulait ce Grand Paris, voulait ce nouveau Paris en tous les cas, mais il a en quelque sorte délégué la mise en œuvre à ses collaborateurs techniques. Sans doute, la méfiance au XXe siècle, notamment, du pouvoir central vis-à-vis de Paris. À Paris, aujourd'hui, la mégapole du Grand Paris, c'est 30% du PIB 31% du PIB de la France. C'est énorme, c'est une espèce de grosse machine. C'est pour ça que c'est beaucoup plus peut-être qu'une métropole. Sans doute, il y a la méfiance du pouvoir central vis-à-vis de Paris a considérablement retardé la mise en place d'un statut de municipalité à part entière, avec un conseil et un maire élu. Il y avait un conseil de Paris, certes, mais un préfet qui avait plutôt tous les pouvoirs jusqu'à une époque assez récente, jusqu'en 1977. Mais elle a laissé, inversement, le champ libre à une administration puissante, compétente. Je pense qu'on l'a souligné d'ailleurs dans les jours qui ont précédé, ici, et qui a su poursuivre l'impulsion qui avait été donnée par le pouvoir impérial à travers l'action de transformation de Paris, entreprise poursuivie, continuée, amplifiée sous la Troisième République. Alors évidemment, aujourd'hui, on ne va pas revenir à un statut étatiquement administré de Paris ou même des communes ou de l'ensemble des entités qui composent la mosaïque politico-administrative du Grand Paris. Mais on peut peut-être réfléchir au bienfait, peut-être le dire comme ça, qu'une certaine autonomie, voire une autonomie accrue des directions, des services, les bienfaits que cette autonomie pourrait avoir dans l'aménagement urbain. Actuellement, l'aménagement, je ne parle pas spécifiquement de Paris, mais quand même est entièrement soumis au bon vouloir des maires, mais aussi des pouvoirs exécutifs départementaux, régionaux, etc. Certes, c'est la démocratie, mais on voit que l'inconvénient, c'est sans doute, c'est tout à fait légitime, mais l'action, du coup, est entravée à la fois par des considérations électorales et par un horizon à relativement court terme, l'horizon des échéances électorales, tout simplement, qui est plus court que celui de la transformation de la ville. On peut dire aussi que la vision stratégique développée par Alphand, elle s'est appuyée sur une équipe assez resserrée de techniciens à la compétence tout à fait irréprochable, des ingénieurs, mais aussi des architectes, des jardiniers, des paysagistes, des géomètres,
qui ont travaillé d'autant plus étroitement en collaboration qu'ils œuvraient un projet commun clairement défini. Une autre série d'enseignements d'Alphand porte à mon sens sur la manière de définir la ville et les outils mis en œuvre. C'est vraiment la réflexion sur les espaces publics, sur la conception des espaces publics, c'est-à-dire des vides et non des pleins, qui façonne en fait le visage du Paris nouveau. Que ce soit l'espace des rues, des avenues, des boulevards, mais avec leurs parties bien différenciées dans leurs équipements, mais aussi les places urbaines qui redéfinissent les fonctions de circulation, mais qui ont aussi une fonction symbolique. Les places, ce n'est pas juste des carrefours, elles ont une identité. C'est ça, ce système, bien sûr avec le système de squares, de parcs de plantation qui sont, je dirais, qui innervent aussi le végétal dans la ville. C'est bien ces espaces libres qui définissent la ville haussmannienne. L'architecture, elle vient seulement après. Et la rue, au fond, elle s'accommode d'expressions stylistiques, voire de gabarits très variés. Encore aujourd'hui, dans une rue haussmannienne, vous faites un immeuble avec une façade en verre, c'est pas dramatique. On peut le faire en verre, en pierre, en plastique, en bois, tout ce que vous voulez. C'est pas la question. La ville est robuste. Elle est suffisamment robuste pour intégrer, à mon sens, toutes les architectures, sans doute dans le gabarit, bien sûr, qui est celui de la ville haussmannienne, ou dite haussmannienne. Donc elle s'accommode, la rue, elle s'accommode d'expressions variées. Et ça, je pense que c'est l'intelligence du travail d'Alphand, essentielle. Partir des vides, de l'espace public, des promenades, entre guillemets. Un beau terme, c'est une promenade. Ça suggère aussi une pratique de la ville, pas seulement un côté hygiéniste, et pas des pleins. Et donc aujourd'hui, quelle leçon peut-on tirer de ça ? Il ne s'agit pas de remplir à tout prix les espaces libres et même les dents creuses, ou les cœurs d'îlots, au prétexte de créer peut-être du logement social, peut-être des cafés branchés, peut-être des choses très sympathiques, mais en même temps, cette obsession du remplissage, de l'achèvement par le remplissage des vides, qui semble aujourd'hui assez fortement implantée, à mon sens, c'est contradictoire avec justement la pérennité de la ville. Il faut préserver les espaces ouverts. Ce n'est pas seulement des respirations dans la ville, au sens hygiéniste. C'est ça qui constitue la ville. En grande partie, en tous les cas. Par ailleurs, la ville haussmannienne, ou dite haussmannienne, se caractérise par une très forte homogénéité. C'est un mobilier, c'est des règles urbaines très cohérentes, des prospects, des hauteurs. C'est quelque chose qui est dessiné. Le mobilier, il est presque catalogable. Il est peut-être un peu... Il s'est varié au fil du temps, mais il est presque catalogable. Bien sûr, tout ça, c'est tempéré par la diversité des bâtiments publics, qui, eux, sont différents. La statuaire aussi, on l'a un peu oublié, mais la statuaire monumentale qui joue un rôle tout de même dans cette ville, à l'époque, un peu moins aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on ne va pas rêver de doter le Grand Paris d'une règle cohérente, d'une architecture, d'un espace public cohérent. C'est trop grand, c'est trop compliqué, c'est trop tard peut-être, c'est pas dans l'air du temps non plus. On n'est plus à cette échelle. Mais peut-être il pourrait être intéressant de réfléchir à des stratégies partielles qui pourraient aller dans ce sens. Les nouvelles gares du Grand Paris, des lignes du métro du Grand Paris qu'on va commencer à construire, elles sont aujourd'hui conçues comme toutes différentes, toutes diversifiées. Comme ça, on fait plaisir à beaucoup de gens, il y a beaucoup de projets, et beaucoup d'architectes peuvent y trouver leur compte, pourquoi pas. Mais en même temps, c'est un peu contradictoire avec la cohérence au moins des lignes, peut-être pas de l'ensemble du réseau, mais au moins des lignes. On aurait pu donner un caractère plus homogène, par exemple, à telle ou telle ligne. C'était une possibilité. Comme le métro aujourd'hui, le métro de Paris, même s'il y a des stations diverses et variées, Arts et Métiers, Assemblée nationale, etc., on a quand même une cohérence très forte de l'est à l'ouest, du nord au sud, dans le réseau parisien du métro. De même, on pourrait imaginer que le mobilier ou les matériaux urbains soient plus uniformes, peut-être par quartier, par secteur, par réseau. On a déjà d'ailleurs des prestataires qui le font. Les autolibres sont les mêmes du nord au sud. On n'a pas des autolibres du nord et des autolibres du sud, par exemple. Donc il y avait une cohérence très forte au XIXe siècle et qui s'appuyait, c'est ça qui renforçait cette cohérence, sur un grand souci du détail. C'est quand même assez étonnant de voir que dans l'édilité parisienne, on va dessiner le moindre lampadaire, la moindre corniche, le moindre ridicule, le moindre petit accessoire de l'espace public, avec beaucoup de soin, avec une grammaire qui respecte, qui définit en fait le statut des objets urbains. Une grammaire cohérente. Je ne dis pas qu'il faut la prolonger aujourd'hui d'une manière
littérale. Mais en tous les cas, cette cohérence, elle est forte. Et on voit bien qu'elle participe à la présence et à la perception d'un espace public à la fois homogène. Homogène, ce n'est pas une qualité en soi, mais c'est une qualité à l'échelle d'un grand territoire, et d'une qualité aussi intrinsèque. C'est intéressant quand on regarde les promenades de Paris, quand on refeuillette, on voit côte à côte des plans de square mais des bancs publics. On voit des élévations d'avenues et puis des plaques indicatrices. On voit des typologies de tracés d'allées dans les parcs et puis des grilles d'arbres, comme le logo d'ailleurs, le beau logo du Congrès. Voilà, on voit qu'au fond, le détail n'est pas un détail, mais le détail, c'est une manière de rendre cohérente avec de l'objet technique de base de l'espace public jusqu'à la grande dimension urbaine. C'est une manière de rendre cohérente l'ensemble. Je pense qu'il faut méditer sans doute cette démarche. Aujourd'hui, on rêve peut-être aussi de renaturer la ville. Quand on regarde d'ailleurs les éléments dans les promenades de Paris, tous les éléments qui figurent sur les planches sont artificiels, sauf la végétation. Des arbres qui poussent, des bosquets, des fleurs même. Aujourd'hui, on rêve un peu de renaturer la ville par des plantes qui grimperaient sur les façades. On rêve de cultiver des choux, des carottes. J'ai rien contre les choux et les carottes. Sur les toits des immeubles, ou de réintroduire des signifiants végétaux dans la ville. Jusqu'aux protections en bois, par exemple, des arbres fraîchement plantés. Moi, je pense que le bois, c'est l'arbre lui-même. Le bois, c'est quelque chose de vivant. Mettre des barrières en bois, c'est contradictoire avec l'idée que justement mettre en valeur le vivant dans la ville, c'est aussi encadré par de l'artificiel, par de l'industriel presque, par du minéral, par du métal, comme les grilles d'arbres en fonte ou les corsets tuteurs en métal aussi. Voilà, c'est peut-être cette réflexion qui est de se laisser envahir par cette idée du végétal auquel on aspire sans doute, de la nature auquel on aspire sans doute ici au XXIe siècle, mais en même temps penser que c'est pas forcément... C'est pas contradictoire avec la mise en valeur du végétal que de le penser aussi que le minéral, ou voire l'industriel, peut être constitutif de la ville. Voilà, en conclusion, je pense que le travail d'Alphand, il nous indique des voies possibles pour le Grand Paris. Non pas celle de la reproduction ou l'imitation de la ville haussmannienne, encore que c'est un modèle dont on pensait qu'il garde une certaine actualité. Une belle exposition récente au pavillon de l'Arsenal qui a montré de manière assez intéressante l'ensemble des qualités de pérennité, de résilience, d'adaptabilité, de convivialité de cette ville. Peut-être là aussi, il faut tout de même réfléchir à ça. Mais en tous les cas, c'est une source d'inspiration qui est fondée sur des principes, certes définis il y a un siècle et demi, mais dont on ne peut que constater la pérennité, parce qu'elles ont fondé ce qui reste aujourd'hui l'une des plus belles villes du monde, au moins à cette échelle. Et sans doute qui reste à méditer, qui reste d'actualité, qui reste peut-être à repenser à la lumière des politiques et des actions de transformation de notre grande mégapole. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Quelques questions avant de faire une petite pause. Oui, Antoine. Il y a une chose que j'ai oubliée, et je pensais que Bertrand en parlerait un peu. Il faut quand même ne pas jamais oublier que le préfet Haussmann était préfet du département de la Seine, créé en 1789, et qu'aujourd'hui on rétablit le département de la Seine. Et qu'en tant que préfet de la Seine, on met en évidence toujours son action sur le Paris à l'intérieur des tiers, mais il y a énormément de choses qui se passent en dehors, c'est-à-dire que la question de l'eau, la question des ordures, la question des cimetières, tout ça se passe en dehors et il y a déjà une vision métropolitaine. J'ai pas trouvé beaucoup de recherches et d'écrits sur la vision métropolitaine d'Alphand. Dans ses mémoires, il en parle très peu. Il parle des cimetières, il parle de l'eau, mais il y a quand même tout un sujet, c'est-à-dire comment, je ne sais pas, parce que je suis pas chercheur particulier, je ne sais pas comment il gérait l'au-delà des fortifications. Peut-être répondre en disant deux mots. Enfin, c'est vrai que l'au-delà des fortifications est assez peu construit, ce sont des villages, ce sont des faubourgs. Du coup, ce n'est pas non plus l'objet d'une grande politique. Par contre, ce qui est vrai, c'est que l'approvisionnement de Paris, par exemple, en eau, la gestion de ses eaux usées, elle se fait sur un territoire beaucoup plus grand. Mais rappelons-nous que les Halles de Paris, le quartier des Halles, est construit à l'extérieur de Paris, au XIIe siècle.
à cause des nuisances que le marché, ou les marchés plutôt alimentaires, apporteraient au centre même de Paris, parce que tout simplement on manque de place. Et donc l'extension fonctionnelle et les services associés, y compris les cimetières qui sont déjà en partie délocalisés à l'extérieur, mais les cimetières des innocents avaient déjà été délocalisés à la fin du XVIIIe siècle, qui était pourtant en plein centre. Ça, c'est constitutif effectivement d'une vision métropolitaine élargie, dans laquelle on considère que, en quelque sorte, l'économie de la ville, le métabolisme au fond de la ville, eh bien, concerne un territoire beaucoup plus large. Et c'est pas juste un territoire, traité comme une réserve de services, c'est aussi des territoires qui sont progressivement intégrés, qui vont se trouver progressivement intégrés à la ville. Mais c'est vrai que l'horizon d'Haussmann était plus large que celui de Paris, ça mériterait une réflexion plus précise. La première victime aujourd'hui du permis de végétaliser à Paris, que je ne critique pas sur le fond, c'est la grille d'arbres. Vous évoquez d'ailleurs les petites bordures en bois qui apparaissent. Comment vous réagissez à ça? Bon, moi je l'ai dit, mais je le redis avec netteté. La grille d'arbres en fonte, elle inscrit l'arbre, élément vivant, naturel, dans l'espace public. La barrière en bois, elle rejette l'arbre de l'espace public. Elle le met dans un espace pseudo-végétal avec son petit carré, son mètre carré de terre laissé comme ça, plus ou moins, où on peut jeter ses mégots si on fume. Voilà, je pense qu'elle contribue au contraire à l'éloigner de l'espace public. Moi, je pense qu'il y a ce contraste entre une grille d'arbres industrielle en fonte, la même partout en plus, qui vient signifier clairement que l'arbre planté, il est là aussi dans son alignement, il est là dans son d'intégration à l'espace urbain qui est un espace minéral. Je pense, moi, que c'est très important. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de végétation, de végétal dans la ville. Il y a des squares, il peut y avoir même des parterres de fleurs, pourquoi pas. Mais en tous les cas, je crois que c'est important de ne pas faire ce contresens, et on le fait aujourd'hui, peut-être parce qu'on pense que c'est plus sympathique d'avoir une barrière en bois, boulonnée. Moi, je suis tout à fait... Je continue à être choqué à chaque fois que je vois ces barrières en bois, en disant, mais non, on a une solution, qui est d'ailleurs... utilisé pour un grand nombre d'arbres encore aujourd'hui à Paris. Conservons-la. On peut actualiser le dessin des grilles, ça a été fait, pourquoi pas. Mais gardons cette idée que l'espace urbain est un espace minéral, un espace architecturé, et qu'il intègre, qu'il accueille du végétal, mais dans un contraste qui me semble beaucoup plus intéressant qu'une pseudo-végétalisation ou planter des fleurs, par exemple, au pied des arbres, pour soi-disant amener un peu de nature, un peu de verdure. Voilà, c'est mon point de vue en tous les cas. Peut-être quelques interventions, Madame. Et je ne suis peut-être pas le seul, voilà, merci, j'entends au premier rang, mais n'hésitez pas à le dire. Je pense que j'ai une théorie là-dessus. C'est qu'en 68, beaucoup de ces grilles d'arbres ont volé et ont servi à faire des barricades. Et je ne suis pas tout à fait... je penserais assez que quelque part dans l'inconscient de certains, le truc est dangereux. Il y a peut-être de ça, parce que les pavés quand même ont largement disparu sur beaucoup de rues de Paris suite à 68, hein, c'est clair. On les a bitumés, ils sont encore dessous d'ailleurs, sous le bitume, les pavés. Une ou deux questions dans la salle. Bien. Alors je vous propose, s'il n'y a pas de questions, une petite pause.